Bonjour à tous. Donc, comme disait Monsieur le Directeur, je suis Joël Fisca, directeur adjoint chargé des affaires financières, du système d'information, du bureau des entrées, du bureau des soins sans consentement et des services des tutelles. Donc, il m'a été confié l'honneur de vous présenter les statistiques du centre hospitalier La Chartreuse, de la mise en œuvre de cette nouvelle loi. Alors, les statistiques, nous les présenterons sur 5 années, 2012 à 2016, puisque la première année d'application de la loi était 2011, mais c'était le 1er août, donc ce n'était pas une année pleine, ce qui, pour les statistiques, n'est pas très significatif. Alors, avant de présenter les statistiques elles-mêmes, nous allons faire 2 préalables sur le système d'information. Le premier préalable, c'est le système d'information de l'hôpital. Nous avons 2 systèmes qui coexistent et qui communiquent. Un premier système qui est médicalisé, qui correspond aux normes du RIMSI, du recueil d'informations médicalisées en psychiatrie, c'est le logiciel CrystalNet, dont la finalité est de rendre compte de l'activité en psychiatrie, une activité très hétérogène, et tous les établissements psychiatriques ou ayant une activité psychiatrique sont soumis à ce logiciel, à ce critère de RIMSI, recueil d'informations médicalisées en psychiatrie. Et la finalité dernière de ce logiciel, c'est de permettre le dossier informatisé du patient. Le second système que nous avons d'information au sein de l'hôpital, c'est un système plutôt de gestion administrative, CEPAGE, qui, outre par exemple la gestion du personnel, de la paye, des services économiques et financiers, a aussi une gestion administrative du malade, qui communique donc avec le premier système informatisé médicalisé, notamment pour l'identité-vigilance. Cependant, malgré ces 2 systèmes d'information, aucun des 2 ne permet le suivi statistique des soins sans consentement. Ils ne sont pas adaptés au suivi des soins statistiques sans consentement. Ce qui fait que nous avons mis en place un système plus rudimentaire, assez archaïque, à base d'outils bureautiques, et ce qui fait que ma collaboratrice, Madame Calvet, chaque soir ou le matin, doit renseigner sous un tableur Excel que chacun connaît, donc les statistiques d'activité des soins sans consentement. Le deuxième préalable, c'est que ces statistiques que nous allons vous présenter, nous avons essayé d'apporter un éclairage, ou de les mettre en perspective avec les statistiques nationales. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur la mission d'évaluation de la loi de septembre 2013 des 2 parlementaires, 2 députés, Denis Robillard et Denis Jacquet, qui ont publié leur rapport en début de cette année, janvier-février 2017. Alors certes, la période est plus réduite, elle va de 2012 à 2015. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport d'évaluation de la mission d'évaluation, c'est qu'eux-mêmes se plaignent beaucoup du manque de statistiques fiables et complètes sur les soins sans consentement. Leurs sources d'information, ce sont les rapports des commissions départementales des centres psychiatriques. Et bon, c'est des rapports qui ne sont pas tout à fait normalisés et ils n'ont pas de source fiable de statistiques. Et ils en sont très gênés pour faire leur analyse. Et souvent, donc, comme nous d'ailleurs, nous faisons des constats, mais nous avons peu d'explications à donner puisque les statistiques ne sont pas toujours fiables et sont surtout incomplètes. Et pour illustrer leurs propos, parce que ces 2 parlementaires, ces 2 rapporteurs, quand ils ont fait leur enquête, bon, ils n'ont pas fait simplement leur enquête dans leur bureau, ils ont rencontré beaucoup de professionnels, ils sont allés même dans certains établissements, ils ont été stupéfaits, c'est leur terme qu'ils emploient, quand ils sont arrivés au centre hospitalier Sainte-Anne de Paris et qu'on leur a demandé des statistiques des soins sans consentement, il a fallu que l'équipe de Sainte-Anne ressorte les registres de la loi et consigne, page par page, le recueil des informations. D'ailleurs, ça les a tellement marqués que dans leur rapport, dans les annexes, ils publient une photo de ces fameux registres de la loi que vous connaissez bien, qui font peut-être au moins 1 mètre de hauteur sur 50 cm, qui sont très lourds, vides, mais alors quand ils sont pleins, c'est près de 8 à 10 kilos. Et ils ont illustré par plusieurs photos, et on voit donc dans ce rapport, dans les annexes, le registre de la loi, où l'établissement de Sainte-Anne a choisi l'option de publier en format original, A4, mais de les mettre en tuile, les documents, que ce soit les certificats, les arrêtés préfectoraux, les décisions du directeur, voire les ordonnances de JLD. Bon, nous, comme d'autres établissements, nous avons choisi une autre option, nous faisons des réductions de documents. Mais bon, donc c'est un système assez archaïque. Bon, ceci dit, nous sommes en mesure de vous présenter des statistiques relativement pertinentes et intéressantes, mais qui trouvent leurs limites. Alors nous allons commencer par la première diapositive.
Le nombre de SDDE, alors SDRE, si tout le monde est familier avec les sigles, ce sont les anciennes HO, donc c'est décision préfectorale de la préfecture, décision préfectorale, arrêté préfectoral, et SDDE, les HDT du directeur. Alors sur ces statistiques, donc de 2012 à 2016, alors nous avons choisi l'option de présenter plutôt des graphiques que des tableaux, pour rendre plus vivant la présentation. Et nous avons, pour éviter de trop surcharger les graphiques, nous avons ajouté la première année des pourcentages qui représentent la part que constitue, on va prendre l'exemple, en bleu, donc ce sont les SDRE. Les SDRE représentent 11% des hospitalisations sous contrainte, des mesures de soins sous contrainte. Et les SDE, 89%. Et en 2016, ça représentait 8% et 92% pour les SDE. Et par contre, pour la dernière année 2016, nous avons rajouté un second pourcentage avec un signe plus ou moins qui, lui, montre l'évolution sur les 5 ans. Donc, pour commenter ce graphique, nous dirons que pour les SDDE, représentaient 89% des mesures de soins sans consentement en 2012 et 92% en 2016. Donc une augmentation, et une augmentation de la part et une augmentation en volume de plus 63%. C'est considérable. Alors cette augmentation, on pourrait la considérer comme inéluctable, inexorable? Non, puisque nous constatons qu'en 2014, curieusement, il y avait une baisse aussi bien pour les SDDE que pour les SDRE des soins sans consentement. Alors pour mettre en perspective, les statistiques nationales font état aussi, d'abord sur la part SDDE, SDRE, d'une différence assez notable, c'est 20% de SDRE et 80% de SDDE. 20% préfecture, 80% directeur. Alors que nous, c'est plutôt 10-90. Mais l'augmentation, elle est constatée sur l'ensemble du territoire national. Cependant, les deux rapporteurs ont signalé, bon, ils ont essayé de faire une peu de proportion par rapport à l'ensemble de la population. Ça représentait en 2015 171, en moyenne nationale, 171 patients pris en charge sans consentement sur 100 000 habitants. Nous sommes à 200. La Chartreuse. Alors la Chartreuse ne couvre pas l'ensemble du territoire de la Côte d'Or. Hein. C'est 5 secteurs sur 7. Puisqu'il y a nos collègues de Semur-en-Osfa qui ont un secteur, et puis le CHU qui a un secteur. Et pour vous donner une autre photographie de ce que représentent les patients pris en soins sans consentement en charge sur l'établissement, pour la journée d'hier, mercredi 14 juin, sur un peu moins de 300 lits, il y avait 45 patients hospitalisés sans consentement. 11 SDRE, 34 SDDE. Ça représente environ un patient sur 6. Si l'on écarte les unités dites chroniques, pour ne garder que les unités de psychiatrie générale, c'est un patient sur 4. Et si nous considérons que les seules unités fermées, nous en avons 4, puisque une unité fermée a été transformée en unité de réhabilitation au début de l'année, c'est un patient sur 2 qui sont sans consentement dans les unités fermées de l'établissement. Nous poursuivons notre propos par maintenant les différentes procédures SDRE, donc venant de la préfecture. Alors nous en avons différencié 4. En bleu, les décisions directement prises par l'arrêté préfectoral, c'est ce qu'on appelle, la loi considère la procédure dite normale. La procédure d'urgence en rouge, c'est que préalablement il y a un arrêté municipal qui est valable 48 heures. En vert, les détenus. Et en violet, les SDRE dites judiciaires, en fait, c'est lorsque le patient est mis en soins sans consentement par décision de justice. Ça reste très marginal. Donc, globalement, les SDRE n'ont pas fortement augmenté sur les 5 ans. Mais nous constatons, dans le volume global des SDRE, des changements assez significatifs sur les procédures. On constate une baisse relativement importante des procédures issues des mairies, des procédures dites d'urgence. Bon, nous allions dire les témoignages, mais le terme est trop fort. Les échos que nous avons, c'est que dans certaines communes, on demande à la police et à la gendarmerie de privilégier plutôt la procédure SPI que la procédure SDRE. Ce sont des échos que nous avons. Mais ça peut être une explication plausible. Par contre, nous constatons une forte augmentation du nombre des détenus.
Alors ça, c'est une chose... il y a madame... la maison d'arrêt. C'est vrai que lorsque l'UHSA, l'unité d'hospitalisation spécialement aménagée, a été créée au centre hospitalier Vinatier de Bron, dans la banlieue de Lyon, nous avions eu pendant près de 6 à 9 mois aucun détenu hospitalisé à l'hôpital. C'était la création de ce qu'on a appelé à l'époque l'hôpital-prison. Et puis au fur et à mesure, du fait notamment d'une saturation de ces unités, d'ailleurs, nous avons même pris des contacts avec l'UHSA de Fleury-les-Aubrais, mais qui pose d'autres difficultés. Ces unités sont d'une part saturées, et d'autre part, il y a la notion d'urgence. Les psychiatres du SMPR disent bien que lorsque le détenu vient d'arriver et qu'on sent qu'il y a vraiment une nécessité de prendre en charge à temps complet, parce qu'au SMPR, notre équipe prennent en charge dans l'hospitalisation de jour, mais quand il faut le prendre en soins complet, il y a la procédure d'hospitalisation vers l'hôpital de la Chartreuse. Donc c'est une augmentation quand même relativement importante, c'est la part la plus importante des SDRE. Donc malgré que nous ayons un faible taux de SDRE, 10%, sur ces 10%, plus de la moitié est constituée par des détenus. Nous poursuivons nos propos. Maintenant, ce sont les procédures SDDE prises par le directeur. Alors, il y a 3 procédures, la normale, l'urgence et le périléminant. Alors, normale, nous rappelons rapidement 2 certificats, une demande de tiers. L'urgence, 1 certificat, une demande de tiers. Périléminant, 1 seul certificat, pas de demande de tiers. Alors, ce qui frappe, la première chose que l'on constaterait sur ce graphique, c'est que la stabilité. Pourtant, nous avons dit tout à l'heure que l'augmentation des SDE était très importante. Effectivement, les histogrammes bleus, c'est une stabilité des procédures dites normales. Donc, vous voyez, on est passé de 330 à 308. Mais une augmentation très importante des SDE proviennent des 2 autres procédures. Procédure d'urgence, périléminant. Alors là aussi, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, les 2 rapporteurs parlementaires ont constaté une augmentation considérable des procédures d'urgence et périléminants, surtout des procédures d'urgence, à tel point qu'ils ont dans une de leurs recommandations, ils demandent à la HAS, la Haute Autorité de Santé, de déterminer qu'appelle-t-on un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient pour bien déterminer ce qu'est la motivation d'une procédure d'urgence. Bon, pour citer un exemple concret, la semaine dernière, M. Leblanc, juge des libertés et de la décision, a ordonné une levée sur une procédure d'urgence parce que le premier certificat d'admission n'était pas assez circonstancié, il ne rendait pas compte du risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Et il nous a rappelé à juste titre que c'était une procédure dérogatoire. La loi dit à titre exceptionnel. D'ailleurs, c'est pour ça que nous nous sommes permis de faire ce rappel auprès de l'ensemble des praticiens de l'établissement, encore que souvent les certificats d'admission sont faits par des médecins extérieurs. Alors, peut-on parler d'une procédure dérogatoire en 2012, quand c'était 6%? Certainement. Quand nous sommes maintenant à 20%, donc une admission sur 5, la question est posée. Mais parmi l'augmentation des SDDE, la procédure la plus utilisée de plus en plus, c'est bien celle dite du périléminant. Alors, périléminant, il y faut 2 conditions. La première, c'est le périléminant, justifié médicalement, et la seconde, c'est l'impossibilité de trouver un tiers. Alors, impossibilité de trouver un tiers, il peut y avoir plusieurs raisons. D'abord, la personne complètement isolée qui n'a pas du tout d'entourage. Ça, c'est possible. La personne, quand l'entourage refuse d'être au tiers. Et aussi, une troisième possibilité, c'est dans les circonstances d'admission qui fait que le tiers n'est pas joignable. Donc, on aurait pu... Or, et les rapporteurs, quand ils ont fait leur enquête nationale sur des échantillons, ont bien montré que pour la procédure dite de périléminant, les 2 tiers sont passés par un service d'urgence. Et nous constatons, alors même si nous n'avons pas les statistiques précises, nous constatons nous aussi que ce soit les urgences du CH de Beaune et surtout les urgences du CHU, nous avons pas mal de périléminants. Bon, on peut comprendre les collègues qui sont aux urgences du CHU, quand les urgences sont surchargées, ils n'ont pas le temps de chercher un tiers, donc ils font le périléminant. Alors maintenant, nous rappelons, nous, que ce n'est pas seulement l'impossibilité de trouver un tiers, c'est aussi de justifier médicalement le périléminant. Et contrairement
à la procédure d'urgence, il est difficile de qualifier le péril imminent. Nous avons un exemple la semaine dernière, nous avons croisé un médecin de SOAS 21 qui faisait un péril imminent et qui a été très clair, très catégorique. Il a dit, moi, alors on lui a demandé un péril imminent parce qu'il n'y avait pas de tiers, l'absence de tiers était tout à fait justifiée. Et péril imminent, il a dit, moi, dès lors qu'un patient est délirant, pour moi, il y a péril imminent. Péril imminent, c'est la notion d'immédiateté. Il faut que la personne soit prise en charge et qu'elle reçoive des soins. Ça ne veut pas dire que sa vie est en danger. Ça veut dire qu'il y a péril imminent. Enfin, voilà, c'est une appréciation. Sur la notion de péril imminent, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, ils ont fait des sondages, les deux rapporteurs. Ils ont estimé que nous sommes à 35%, mais il y a 10 départements qui dépassent les 40%. Et des départements aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Il n'y a pas d'explication, c'est un constat. Ils ont même ajouté que sur les 260 établissements habilités à prendre en charge des patients sans consentement, il y en a 40 qui n'ont pas du tout utilisé la procédure péril imminent en 2015, dont nos collègues de la Nièvre. Ce qui nous a bien surpris quand on voit, nous, que nous en avons eu pour 235. Et ce bureau en dessous aussi, oui, mais comme vous êtes dans le département, vous n'utilisez pas du tout les procédures péril imminent. Oui, donc, alors, c'est le constat que font les deux députés, c'est que la loi est applicable sur l'ensemble du territoire national, mais elle est appliquée avec beaucoup de diversité, beaucoup d'habitudes, sans qu'on ait d'explication. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'analyse médicale derrière, du fait de ce système d'information qui n'est pas du tout adapté aux soins sans consentement. Nous poursuivons notre propos. Alors, la grande nouveauté de la loi, nos premiers intervenants l'avaient souligné, c'était le contrôle du JLD, du juge des libertés et de la détention. Donc, sur ce graphique, nous avons reproduit, alors en bleu, c'est le nombre de saisines, en vert, le nombre d'audiences, qui sont toujours inférieurs au nombre de saisines, parce qu'entre la saisine et l'audience, il peut y avoir une levée. Et en rouge, le nombre de levées JLD. Alors, ce que nous constatons, c'est qu'en 2012, 39% des mesures de soins sans consentement faisaient l'objet d'une saisine JLD. Pourquoi ? Parce que nous avons un volume relativement important de mesures de soins sans consentement, mais la durée de séjour est trop courte, très courte, puisque avant même que la date limite de saisie du JLD intervienne, la mesure est levée. Donc nous avions 39%. Et en 2016, 47%. Alors cette augmentation de 39 et 40% est due à la loi de septembre 2013 qui, à partir de septembre 2014, a réduit la durée de contrôle JLD de 15 à 12 jours. Et 12 jours ne permet plus de prendre en compte 2 week-ends, ce qui fait que souvent l'audience arrive au 10e jour. Et ce dernier mois de mai, où il y avait pas mal de week-ends prolongés, il est même arrivé que l'avis motivé qui est déterminant pour la saisine, ait été rédigé dès le lendemain du 72 heures. Ça n'a pas été une exception, ces derniers mois. Ce que l'on peut noter quand même aussi, alors ça peut être décevant de savoir qu'il n'y a même pas 50% des mesures qui sont contrôlées par le juge, au moins au CH La Chartreuse. Alors au niveau national, curieusement, dans ce rapport d'évaluation, l'information n'est pas donnée en direct. Bon, il a fallu lire les tableaux annexes, faire des recoupements. L'évaluation que nous en faisons sur le niveau national, ça serait 80%, le double de chez nous. Alors, est-ce que à la Chartreuse, il y a des durées moyennes de séjour relativement courtes ? Ça peut être une explication, mais il faudrait bien entendu affiner le système d'information, affiner les statistiques, vérifier les statistiques nationales pour pouvoir se prononcer là-dessus. Ce dernier mot sur les contrôles du JLD, 98% sont des contrôles dits obligatoires, automatiques. Et les 2%, c'est à la demande du patient. C'est une information qui peut être utile. Nous arrivons à la dernière diapositive, qui montre un peu les limites de notre système d'information. Donc nous recueillons ces statistiques au jour le jour sur un tableur, mais en aucun cas nous sommes capables de décrire ce qu'on appellerait la trajectoire de soins d'un patient pris en soins sans consentement. Ça demanderait un véritable système informatique automatisé, très cohérent, mais qui n'existe pas encore. Donc nous nous sommes contentés d'évaluer les sorties
acheter, donc hospitalisation complète, des simples SDDE, en mettant de côté les SDRE. Alors nous constatons que le PSP, qui était aussi une nouveauté de la loi sans être vraiment une nouveauté, puisqu'il y avait avant ce qu'on appelait les sorties d'essai, ne représentait en 2012 que 7% et nous en avions comptabilisé 29. En 2016, l'augmentation n'a pas été très importante, 9%. Par contre, en volume, c'est plus important. Tout à l'heure, quand nous disions que nous avions 45 patients hospitalisés sans consentement à l'hôpital, nous en avons 55 en PSP, donc dehors. C'est un peu décevant. Alors, là encore, lorsque nous avons essayé de nous situer par rapport à la situation nationale, il est difficile d'évaluer parce que les termes ne sont pas précis dans le rapport. Enfin, précis au sens de RIMSI, du recueil d'informations médicales. Il parle de patients sans consentement pris en charge ambulatoire. Nous aurions préféré qu'il précise pas en charge ambulatoire, mais en PSP, programme de soins psychiatriques. Pourquoi ? Parce que dans le PSP, il y a de la prise en charge ambulatoire, mais il y a aussi de la prise en charge à temps partiel, hôpital de jour, hôpital de nuit. Et un patient peut faire l'objet d'une levée d'hospitalisation complète et de sa mesure et être poursuivi en soins ambulatoires, en libre. Et eux, leur estimation, c'est 40%. Donc là aussi, on montre un petit peu la limite de notre système d'information qui est le nôtre et puis qui est aussi celui national, puisqu'on ne peut pas vraiment décrire ce qu'il en est. Parmi les autres sorties d'hospitalisation complète, donc il y a les levées des psychiatres, donc qui restent les plus importantes, 80%. Les levées demandées par les tiers, qui sont relativement importantes, elles étaient 25 en 2012, 51. En 2016. Alors, pour les tiers, il y a une certaine difficulté où la nouvelle loi, nous avons estimé qu'elle était en recul par rapport à la précédente. Dans la précédente, il y avait une hiérarchie dans les tiers. Bon. Les tiers, il y avait le conjoint, les ascendants et descendants et les collatéraux, et ensuite les autres personnes. Puis avec la nouvelle loi, il n'y a pas de hiérarchie. Or, des fois, nous avons des conflits parmi les tiers où il y a un tiers qui veut lever et un tiers qui veut maintenir. Alors nous avons essayé, nous, de réintroduire une hiérarchie en nous appuyant sur d'autres textes de loi, en déterminant que la personne prioritaire, c'est la personne dite de confiance. Mais malheureusement, ça reste des cas exceptionnels, mais lorsque nous avons donc expliqué ça à un cas particulier, le patient s'est empressé de modifier la personne de confiance pour choisir la personne qui était prête à lever. Ce que l'on peut dire sur les levées, nous laisserons le soin à monsieur Leblanc d'en parler davantage que nous. Ce que l'on peut dire sur les levées, elles sont relativement importantes en nombre, en pourcentage. Nous avons mis, alors plus 130%, ça reste sur des petits chiffres, mais nous avons mis 3%, mais en fait c'est 8% sur le total des saisines. Et au niveau national, c'est 1 sur 10, et avec des grands écarts. Les rapporteurs n'ont pas trop l'air de s'en étonner, mais on pense quand même, l'impression que nous avons, c'est que ça reste quand même relativement important d'avoir autant de levées. Alors, pour assurer un petit peu les familles des proches et tout, nous avons rarement de levées sèches, dites sèches, c'est-à-dire le patient, le juge ordonne la levée, le patient sort. Nous avons souvent, lorsqu'il y a des levées, des poursuites d'hospitalisation en soins libres, ou des prises en charge ambulatoires, ou dans les cas exceptionnels, lorsque nous avions demandé si c'était possible auprès du juge, surtout lorsque la levée porte sur un vice de forme, la réinitialisation d'une nouvelle procédure, puisque la première procédure portait sur un vice de forme, donc nous pouvons réinitialiser le jour même, ça reste exceptionnel. Donc il n'y a jamais de levée sèche. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire donc, sur les levées GLD. Et sur les levées portant maintenant sur le bien fondé, ça reste un point qui toujours nous laisse bien l'embarrasser lorsque ça arrive, c'est que la levée souvent porte sur le certificat d'admission. Alors, nous trouvons un peu injuste que la levée puisse porter sur le certificat d'admission lorsque nous savons que le certificat de 24 heures et de 72 heures fait par un psychiatre de l'établissement, et lui est bien circonstancié, il justifie bien le besoin de soins, mais le certificat d'admission ne serait pas assez circonstancié ou mal circonstancié. Lorsque nous avons échangé à l'occasion avec des médecins généralistes, alors c'est vrai que, il faut dire qu'ils travaillent des fois dans des conditions très difficiles. Nous avons en tête
un cas un peu extrême où le médecin généraliste était réfugié avec l'épouse dans la cuisine. Il avait rédigé sur un coin de table son certificat parce que le conjoint était très, très énervé, très excité. Et il avait surtout justifié l'hétéro-agressivité. Alors l'hétéro-agressivité, c'est vrai que péréliminant, c'est pour le patient lui-même, c'est pas pour le conjoint. Mais ça laisse quand même un coup parfois sur les levées d'une certaine injustice quand ça porte, bon c'est la loi, lorsque ça porte sur le certificat d'admission, alors que le 72 heures, le 24 heures, voire la vie motivée est particulièrement bien circonstancié et fait par un psychiatre. Pour conclure notre propos, nous reviendrons sur les livres de la loi, parce que les rapporteurs, messieurs les députés, messieurs Robillard et Jacquat, ont fait une recommandation au gouvernement, puisque dans la loi de septembre 2013, l'article 9 notamment, parlait de dématérialiser les fameux registres de la loi. Et ils pensaient que dématérialiser les chiffres de la loi, les numériser, permettrait d'établir un système d'information qui permettrait d'avoir des statistiques cohérentes, fiables et utiles. Bon, nous sommes bien entendu partisans d'une dématérialisation des registres de la loi. Ça simplifierait beaucoup le travail de nos équipes. Cependant, nous ne sommes pas convaincus que c'est pas suffisant pour établir un vrai système d'information pour assurer le suivi des centres de consentement. Pourquoi ? Parce que d'abord, dématérialisation, nous avons l'exemple dans le domaine économique et financier, quand vous dites, par exemple, les 200 premières entreprises françaises doivent dématérialiser leurs factures depuis le 1er janvier 2017. Dématérialiser, c'est faire ça en format PDF. Ça ne permet pas un traitement automatisé de l'information, un format PDF. Ça permet de réduire, d'économiser du papier. Mais pour avoir un vrai système d'information, il y aurait pour nous 2 obstacles. Le premier, c'est que la trajectoire du patient est extrêmement compliquée. Elle alterne souvent des épisodes soins libres, soins sans consentement. Et donc, elle pourrait se heurter au secret médical à un moment donné, puisque lorsque nous sommes sur les soins sans consentement, nous sommes dans le domaine des informations médico-administratives. Certes, nous sommes tous tenus au secret professionnel, mais des informations médicales sont portées à la connaissance du personnel administratif. Donc, le premier obstacle. Et le deuxième obstacle, c'est quand même la très grande difficulté à rendre compte de façon normalisée des schémas préétabli de parcours de soins en psychiatrie. Ça ne s'est pas réalisé pour la psychiatrie ordinaire. Nous dirons la psychiatrie ordinaire, c'est le terme peut-être, puisque la VAP, la valorisation à l'activité en psychiatrie, peine à regrouper des séjours homogènes de malades, de séjours de patients et tout, un peu sur le modèle du PMSI pour les services de médecine, chirurgie obstétrique. Et c'est la extrême diversité, complexité, où chaque cas est un cas particulier, qui serait aussi un obstacle à créer un véritable système d'information pour rendre compte des suivis des patients sans consentement. En vous remerciant de votre attention.